journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition rétrospective. En voici le sommaire. La semaine qui se termine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué le lundi 22 juin 2020 la loi portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour la 5e fois. Et puis des centaines de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parmi lesquels les motocyclistes, ont manifesté entre lundi et mardi contre les propositions de loi des députés FCC Aubin Minakou et Gary Sakata. Enfin, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a déclaré la fin de l'épidémie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. « 15 nouveaux jours de prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui ira du lundi 22 juin au 5 juillet 2020. C'est en cela qu'a consiste la loi portant prorogation de l'état d'urgence publiée ce lundi par le chef de l'État Félix Tshisekedi. La réalité est que l'RDC a franchi la barre des 5000 personnes est à la base de cette mesure. La promulgation de cette loi survient après l'adoption de la loi portant prorogation par l'Assemblée nationale samedi 20 juin 2020. Toutefois, la mesure d'urgence sanitaire fait débat et divise la classe politique. Au sein de celle-ci, les uns soutiennent la levée de cette mesure, tandis que les autres ne jurent que par sa levée, histoire de permettre à la population de vaquer à certaines de ses activités dont elle ne sait plus s'occuper depuis le début de la pandémie de Covid-19 en RDC le 10 mars 2020. La conférence panafricaine sur le projet Grand Inga et hydroélectricité en République démocratique du Congo ainsi que ses connectivités internes et externes dénommée World Wide Energy a démarré ce lundi 22 juin à Kinshasa, ses assises qui vont durer 8 jours, soit du 22 au 29 juin 2020, s'inscrivent dans les cadres de la coopération régionale en vue d'accélérer l'accès à une énergie durable, propre, abordable et fiable. Parmi les experts qui ont pris part à cette conférence, il y a le haut représentant de l'Union africaine pour le développement de l'Afrique, Raila Odinga, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et l'Agence de développement de l'Union africaine. Commencées depuis le mardi, les manifestations se sont poursuivies ce mercredi pour dire non aux 3 propositions des lois visant la réforme de la justice initiées par les députés nationaux Aubin Minakou et Sakata. La situation ce mercredi est restée dramatique aux alentours du Palais du Peuple, a dit le rapporteur de l'Assemblée nationale Célestin Moussao. Joint par Top Congo FM, le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué que les députés n'ont pas accès au Palais du Peuple sans être fouillés par les manifestants. S'agissant de l'opportunité de ces 3 propositions des députés Minakou et Sakata visant la réforme judiciaire, le rapporteur de l'Assemblée nationale a indiqué qu'elle ne constitue pas un enjeu pour la Chambre basse du Parlement. Il a cependant indiqué que la conférence des présidents de cette Chambre se réunira ce jeudi pour tabler sur ces questions. La circulation est restée paralysée aux alentours du Palais du Peuple suite aux manifestations des présumés militants de l'UDPS qui réclament le retrait des propositions de loi visant la réforme judiciaire dont les députés Sakata et Minakou sont des initiateurs. Les forces de l'ordre dont les commissariats nationaux se trouvent à quelques mètres du Palais du Peuple sont restées discrètes face aux manifestants. Plusieurs résidences des personnalités du FCC dont Jean-Marie Kassamba, André Kimbuta, Ngoï Kassanji et Aubin Minakou ont été vandalisés par ces manifestants en colère.
Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Gilbert Kankondé a fait une descente sur le terrain pour constater les dégâts causés par des jeunes Kinois en furie lors de la manifestation violente de mercredi dernier contre les propositions de loi initiées par deux députés du FCC, Aubin Minakou et Gary Sakata, sur la réforme de la justice le jeudi 25 juin 2020. Après avoir visité les maisons saccagées, Gilbert Kankondé a annoncé que les enquêtes sont déjà en cours pour retrouver les auteurs de cette barbarie afin qu'ils puissent répondre de leurs actes devant la justice. Les VPM de l'Intérieur a également fait savoir que les victimes seront indemnisées. Par ailleurs, Gilbert Kankondé a invité toutes les victimes de ces actes de vandalisme à évaluer les préjudices qu'ils ont subis avant l'indemnisation. Il était nécessaire d'éclairer la lanterne de la population sur des projets de 3 textes de loi portant réforme judiciaire à l'Assemblée nationale. C'est ainsi que le député national Félix Kabange-Numbi, en descendant ses marches du Palais du Peuple, est allé à la rencontre de la presse pour enlever le flou dans les têtes de ceux qui crient à une démarche de politisation de la justice. Pour Kabange-Numbi, il n'est pas question de donner plus de pouvoir au ministre de la Justice. J'invite nos amis de l'UDPS et tout le peuple congolais à relire la Constitution de 2006 et la Constitution de 2011, l'article 149. Cet article est sur l'indépendance de la justice. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution. Et on cite maintenant le pouvoir judiciaire qui est indépendant. On parle de la Cour constitutionnelle, on parle de la Cour de cassation, du Conseil d'État, de la Haute Cour militaire, ainsi que des cours et tribunaux militaires, civils et militaires. Mais lorsque vous lisez la Constitution de 2006, vous allez voir qu'on ajoute les magistrats de parquet, ils sont dedans. On les a retirés dans la Constitution de 2011, tout simplement parce que les magistrats de parquet relèvent du ministre de la Justice. Donc c'est très important qu'on parte de cette Constitution. Donc les 3 projets de loi sous examen au niveau de l'Assemblée ne viennent pas ex nihilo. Donc ça vient pour renforcer les dispositions de la Constitution. C'est la même chose, nous sommes en droit comparé. Par rapport à l'inspectorat judiciaire, l'honorable député Kabange-Numbi explique. Jusqu'ici, l'inspecteur judiciaire constate seulement les faits, quand il y a une faute d'un magistrat, et transmet ces faits à l'autorité hiérarchique du magistrat qui a commis la faute. Nous rentrons dans la justice des pairs. Aujourd'hui, avec cette réforme, non seulement qu'on donne plus de pouvoir justement à l'inspection judiciaire, c'est-à-dire ils vont constater, mais ils peuvent également saisir la chambre disciplinaire de la Cour du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, le parquet, ou plutôt l'inspectorat judiciaire, a maintenant un deuxième rôle supplémentaire. Donc, quand vous voyez tout ça, il n'y a ni violation de la Constitution, ni ajout des pouvoirs au niveau du ministre de la Justice. Félix Kabange-Numbi a invité les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS à éviter de créer le flou dans les chefs de la population. Il s'agit d'une loi organique en discussion. Je voudrais inviter nos amis de l'UDPS que derrière moi il y a un agora, un lieu de discussion, un lieu de débat où on discute de tout et de rien. La loi organique proposée par les collègues Minakou et Sakata est en train d'être discutée en commission. Elle passera à la plénière. Ils ont la possibilité de discuter de cette loi en plénière et même à la commission. Mais ça ne s'arrête pas là, c'est une loi organique. Le président de la République ne promulguera pas cette loi sans s'être référé à la Cour constitutionnelle pour en vérifier la constitutionnalité. Donc nous avons plusieurs verrous. S'il vous plaît, on ne peut pas avoir le pouvoir et en même temps être le principal opposant de son propre pouvoir. L'UDPS ne pourra pas être en même temps dans les institutions et en même temps dans la rue. Rappelons que les honorables députés Aubin Minakou et Gary Sakata ont initié une proposition de loi modifiant et complétant la loi organique numéro 13/011 du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans un communiqué rendu public lundi 22 juin 2020, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS invite son partenaire politique, le FCC, à retirer ses 3 propositions de loi relatives à la réforme du système judiciaire initiées par les députés Aubin Minakou et Gary Sakata. Le parti du feu Étienne Tshisekedi s'oppose totalement à cette initiative et menace dans les cas contraires de mobiliser la population pour faire échec à cette démarche. Ces nouvelles réformes proposées par les 2 députés du FCC proposent de renforcer le pouvoir d'injonction du ministre de la Justice en lui permettant de sanctionner par mesure conservatoire le magistrat. Étant contre, l'UDPS dénonce les caractères anticonstitutionnels de ces initiatives, le juge inopportune et de nature à violer le principe de séparation du pouvoir. Les cadres de l'UDPS estime également que son partenaire du FCC cherche à protéger des criminels à travers ses initiatives parlementaires. En revanche, pour Gary Sakata du Palou, ces 3 propositions de loi définissent les modalités d'application de l'article 149 de la Constitution modifié en 2011. En restant figés dans leur position, les tenants de l'UDPS encouragent plutôt le magistrat à continuer avec les enquêtes sur les dossiers des détournements des deniers publics, des vols ou des corruptions. Sur le plan judiciaire, sur le plan politique et sur le plan parlementaire. Alors laissez-nous venir, parce que nous sommes dans un État que nous voulons républicain, et nous allons garder une attitude républicaine vis-à-vis de tout ça. Mais attention, ceux qui pensent avoir le monopole du désordre et de la violence, il faut qu'ils sachent qu'on sait toujours comment ça commence. On ne sait jamais comment ça se termine. Pourquoi, alors qu'on attend d'eux qu'ils exercent le pouvoir qui leur est conféré par la Constitution et le consort, doivent-ils se laisser aller vers une politique de terre brûlée? Pourquoi? C'est à eux de répondre à ces questions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministre de la Santé nationale, vient de déclarer la fin de l'épidémie à virus Ebola dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. À cette occasion, le docteur Eteni Longondo salue l'engagement communautaire qui a permis à éradiquer cette épidémie. Notons que, depuis son apparition en 2018, l'épidémie à virus Ebola a fait plus de 2000 morts aux côtés de plus de 1000 guéris dans les provinces précitées. Si l'épidémie avait réapparu dans les zones de santé de Beni à 2 jours de la déclaration de sa fin en avril dernier, cette décision du gouvernement intervient après plus de 55 jours sans nouveaux cas confirmés. La Fondation ACJ Hospital a offert au gouvernement ce mercredi 24 juin 2020 une nouvelle clinique mobile pour les malades de la Covid-19. Située au parking des grands hôtels de Kinshasa et d'une capacité de plus de 200 lits, ce don de l'homme d'affaires indien Harish Jaktani a été inauguré par le ministre de la Santé Eteni Longondo. Jean Mukenge, directeur général délégué des ACJ Hospitals et représentant de Harish Jaktani, a dans ce moment de circonstances dit que cette clinique mobile Covid-19 procède de la philosophie de la Fondation ACJ Hospitals d'améliorer la qualité des conditions de vie des communautés. Il a également ajouté que cette clinique sera mise 2 séjours et après la cérémonie d'inauguration à la disposition de l'autorité gouvernementale dans le cadre d'un partenariat public-privé en vue de renforcer la capacité d'accueil des hôpitaux publics et privés de la ville de Kinshasa engagés dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, a quant à lui remercié ce partenaire du gouvernement qui ne ménage aucun effort dans la prise en charge des malades testés positifs de la Covid-19 au sein des ACJ Hospital, situé à la première rue de la commune de Limitié à Kinshasa.
Ici est de signaler que cette clinique mobile est composée de 9 tentes réparties aussi bien pour l'accueil des malades, les structures d'analyse biomédicale, les dortoirs des malades et ceux du personnel soignant, ainsi que des installations hygiéniques, disposent d'un groupe électrogène de 200 kVA, bien que branché sur les réseaux de fourniture d'électricité de la SNEL. Dans une déclaration signée par Aimé Boyi Sangara, secrétaire général AI de l'Union pour la Nation congolaise UNC, cette formation politique lance un vibrant appel au président de la République Félix Tshisekedi, garant de la Constitution, de la paix et de la cohésion nationale, à veiller au bon fonctionnement des institutions, y compris de la justice, en vertu des articles 69 et 74 de la loi mère du pays. C'est dimanche 22 juin que l'UNC a rendu publique sa déclaration. Le président national de ces partis, Vital Kamerhe, ex-directeur du cabinet de chef de l'État, a été reconnu coupable des charges portées contre lui dans le procès de passation des marchés publics et du décaissement des fonds affectés à l'exécution du programme d'urgence des 100 premiers jours de Félix Tshisekedi. Condamné pour complicité dans le détournement de 48 millions de dollars américains, Vital Kamerhe a écopé de 20 ans de travaux forcés et de 15 ans de servitude pénale principale pour corruption. Les nouveaux dirigeants de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, RPTC en sigle, ont été installés depuis ce lundi 22 juin. Conformément à la législation congolaise, les nouveaux dirigeants de cet organe technique du gouvernement ont prêté serment à tour de rôle devant les membres du Conseil d'État, leur juge naturel. Le nouveau président du collège, Christian Katende, a promis, selon la presse présidentielle, de poursuivre l'œuvre entamée par son prédécesseur afin de matérialiser la volonté du chef de l'État et de sauvegarder les intérêts de l'État. Créé en 2002, l'RPTC est chargé de veiller au respect des lois, règlements et conventions en matière de postes et télécommunications. Elle a aussi pour mission de suggérer toute modification législative et réglementaire en la matière. Elle est sous double tutelle de la présidence de la République et du ministre des Pétantiques. Dans une déclaration faite lundi 22 juin à la plaine Tchombe devant la faculté de médecine, les professeurs de l'université de Lubumbashi ont conditionné la reprise des cours tant en mode virtuel que réel par l'amélioration de leurs conditions socio-professionnelles. La reprise des cours à l'université de Lubumbashi tant en mode virtuel qu'en mode physique est conditionnée non seulement par la maîtrise de la COVID-19 mais aussi et surtout par la satisfaction à nos revendications rappelées dans plusieurs de nos correspondances, ont déclaré les professeurs de l'université de Lubumbashi. Il convient de noter que les membres du corps académique et scientifique de l'université de Lubumbashi exigent également, comme leurs collègues de l'université de Kinshasa, le salaire de 5 000 $ américains pour un professeur associé. Nous avons pensé faire les choses autrement. Nous avons pris beaucoup de temps de nous sensibiliser les uns les autres parce que la victoire pour le père spirituel, c'est arrivé à un consensus avec un candidat que le peuple congolais applaudirait. Nous avons pour cela préparé une fiche technique, le profil du futur président de la CENI. En gros, ça doit être quelqu'un qui connaît le métier, qui est du domaine électoral, mais aussi un homme intègre, un homme qui a l'expérience de gestion, un homme courageux qui veut résister aux pressions. Voilà, ce sont des éléments principaux. Et sur base de cela, chaque confession religieuse devrait amener un candidat qui croit répondre à ces profils. Mais curieusement, on s'est retrouvé avec 24 candidats. Je vous épargne le détail. On a confié au secrétariat technique que je coordonne la présélection sur base de CV en tenant compte seulement des aspects techniques. Et on est passé de 24
à 6 candidats. Et ces 6 candidats-là retenus, parce qu'au niveau du secrétariat technique, on était 8. C'était aussi pratiquement le vote secret. Donc les 6 qui ont été retenus, ce sont celui qui a eu le moins de voix, il a eu 6 sur 8. Mais les autres ont eu 7 sur 8, et celui de la SENCO, celui qui avait d'ailleurs 8 sur 8 au niveau du secrétariat technique. Que chacun tenait à son candidat. Il y en a qui ont fait bloc pour soutenir la candidature de M. Malonda. Pour l'ECC et la SENCO, tout sauf ça. Ça doit être vraiment clair. Pourquoi? Parce que c'est lui le secrétaire national, exécutif national de la CENI qui nous a amenés aux dernières élections. Les évêques de la SENCO sont convaincus que ce pays va décoller à partir du jour où ceux qui sont au pouvoir comprendront que pour rester au pouvoir, ils doivent travailler de façon à satisfaire la population. Pour rester au pouvoir, ça dépend de la population. Pour rester au pouvoir, il faut être voté. En ce moment-là, ils vont tout faire pour travailler. Mais si ça continue comme aujourd'hui, où ils sont convaincus que pour rester au pouvoir, il faut des combines avec la complicité de la CENI, le peuple congolais continuera dans la souffrance. Voilà pourquoi la SENCO et l'ECC disent catégoriquement non à une CENI qui sera la continuité de ce qui a amené le pays dans le déboire. Le déconfinement de la commune de Gombe. Ceci a dû se faire avec l'accord naturel du chef de l'État. Mais ce déconfinement doit naturellement concerner des secteurs particuliers. Et ces secteurs sont, entre autres, les magasins, les banques, les entreprises de télécommunications, les sièges sociaux, les établissements publics, les services publics, les administrations publiques, les sociétés commerciales et des industries, le rehaussement des effectifs dans les cabinets ministériels, les restaurants et les cafés. Toutes ces structures que je viens de citer seront donc rouvertes dans la commune de Gombe. Mais cette rouverture sera assortie naturellement de certains engagements ou de petites contraintes. Parmi ces engagements, on doit noter qu'il faut absolument que les structures concernées puissent placer les barrières devant l'entrée, notamment de chaque magasin, doivent procéder à la désinfection des lieux avant l'ouverture, doivent procéder à la prise de température par thermoflash devant l'entrée, doivent placer le dispositif de lavage de mains et d'application des gels hydroalcooliques devant l'entrée, doivent faire respecter les mesures barrières pour le port obligatoire des masques et la distanciation physique, doivent réaménager les heures d'ouverture et de clôture, doivent organiser le dispositif de nettoyage du magasin après 17 heures, doivent organiser le suivi de l'état de santé du personnel, et naturellement, toutes ces mesures et tous ces préalables ne concernent pas les secteurs qui n'ont pas été cités, à l'instar de transport en commun, dont les mesures strictes de distanciation et du port obligatoire de masques demeurent, à l'instar du marché central et des commerces avoisinants qui resteront fermés, à l'instar de la fermeture des discothèques, des bars, des terrasses qui demeurent. Trésor Lomana Loaloa est le nouveau manager général du FC Renaissance, club de la République démocratique du Congo. Il a été nommé par une décision datant du 22 juin 2020 et c'est le jeudi 25 juin qu'il a répondu favorablement à cette dernière. À cette mesure du club FC Renaissance, la population congolaise s'est dit satisfaite et veut que l'international congolais réhabilite le club et les joueurs. tosepeli na koya na ye soki akopesa ya malamu tokosepela biso mpe tokodecevoir ye te
pour toza déjà ba fanatique ya Renaissance bandakala pour ça na biso za que Renaissance que liboso nde équipe ezali ba équipe mususu eside kenda liboso biso pe toza pour ça donc to longwa na ba ngambo toza lango ya mabe to bakisa o ya malamu donc pour ça biso za yangwana na sepemi a oye to ya mbayo mais au salande ya bien ezate ke banda oboye na bite to sepemi ngiaka ozo pe ba jouera bien yaka to sengi vraiment yaka o motiver équipe makamnya stu esta nini ekende bien asomba ba joueur ya bien ba na Renaissance il faut moi ba premier pe ezanga ate pa ba joueur makamnya sifo ezala bien tant que supporter à Renaissance na sepeli makasi ko ka ke trésor lolo a comme manager donc ça nga ma tellement bien makasi donc to la kena ba difficulté trop na makambo etali ba manager ba nini ba joueur ba vanda calme stabilité ba joueur quoi. Donc, les joueurs, on a vu ça à Renaissance. Et là, ils ont une stabilité. Stabilité, moi, ils ont mouké, mais ils ont bien ça, stabilité, les joueurs à Renaissance. Et ça, bien. Rappelons que Trésor Lomana Loaloa est footballeur international et né à Kinshasa en 1980. Il commence sa carrière à l'âge de 16 ans, étant manager du club. Il aura pour mission d'assurer, en accord avec le comité sportif, la promotion du club, l'organisation des événements sportifs, le suivi administratif et technique des athlètes et la gestion des relations avec le partenaire du club. Et le FC Renaissance du Congo a été créé le 19 juillet 2014. Place à présent au rappel de principaux titres de cette édition rétrospective. La semaine qui se termine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a promulgué le lundi 22 juin 2020 la loi portant prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour la 5e fois. Et puis des centaines de militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, parmi lesquels les motocyclistes, ont manifesté entre lundi et mardi contre les propositions de loi des députés FCC Aubin Minakou et Gary Sakata. Enfin, le ministre de la Santé, le docteur Eteni Longondo, a déclaré la fin de l'épidémie à virus Ebola dans la partie est de la République démocratique du Congo, précisément dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est tout pour cette rétrospective. Merci à vous d'avoir suivi BSC-TV. Restez-nous toujours fidèles et bon week-end chez vous. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.